Cap sur l'édition de ce vendredi sur Lumière du Monde Télévision, voici le sommaire de ce journal. Ce reste le début de la fin pour les djihadistes de Boko Haram. Ce jeudi encore, l'armée nigériane a annoncé la destruction de plusieurs sites stratégiques de la nébuleuse islamiste dans la forêt de Sambisa au nord du pays suite à des frappes aériennes. L'on s'achemine visiblement vers le retour de la paix dans le nord du Mali. Hier, Bamako et 6 groupes armés ont signé un accord de cessation des hostilités à Alger. Et au Proche-Orient, le risque de tension s'accroît entre Tchad et le mouvement palestinien du Hamas. Chaque camp se prépare à une reprise des combats. Le reportage à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'on peut le dire à présent, les premiers fruits de la lutte coordonnée contre Boko Haram commencent à se faire voir avec la succession de revers pour les djihadistes nigérians. Ce jeudi encore, l'armée nigériane a affirmé avoir causé de lourdes pertes dans les rangs des insurgés islamistes après des bombardements aériens sur les positions du groupe dans la forêt de Sambisa, près de la frontière avec le Cameroun. Les précisions dans cet élément. Un grand nombre de combattants du groupe islamiste radical Boko Haram ont péri ce jeudi selon l'armée nigériane. Elle a indiqué que son aviation avait bombardé des camps d'entraînement ainsi que des caches d'armes et de véhicules du groupe armé dans la forêt de Sambisa, dans le nord-est du Nigeria. C'est dans cette forêt frontalière du Cameroun que les 200 adolescentes enlevées en avril par Boko Haram avaient d'abord été cachées avant d'être divisées en plusieurs groupes et emmenées en différents endroits. L'armée nigériane tente de resserrer l'étau autour des insurgés islamistes qui ont menacé d'empêcher les élections présidentielles et législatives du 28 mars. Les autorités nigérianes ne sont plus les seules à affronter ce groupe qui multiplie depuis des mois les attaques dans l'extrême nord du Cameroun. Le Tchad, le Niger, le Cameroun, le Nigeria et le Bénin ont constitué récemment une force de 8700 hommes pour combattre Boko Haram. Et à Dikwa, dans le nord-est du Nigeria, les forces tchadiennes ont mis en déroute les combattants de Boko Haram. D'importants moyens ont été mobilisés pour cette opération militaire qui a vu la secte islamiste subir des pertes énormes au cours de ces 48 heures d'affrontement. Retour sur ces heures chaudes avec la rédaction de France 24. C'est une démonstration de force de l'armée tchadienne, l'une des plus puissantes de la région. Hélicoptères, blindés, pick-up. Jamais le Tchad n'avait pénétré aussi loin en territoire nigérian. Les combats violents ont eu lieu à Dikwa mardi à 50 km de la frontière camerounaise. Le Tchad dit avoir tué 117 combattants de Boko Haram et perdu 2 hommes. Le chef d'état-major général des armées tchadiennes s'est rendu sur place. Il est optimiste pour la suite. Nos soldats ont eu à affronter ces gens déjà à 7 reprises. Donc ils commencent à comprendre leur mode opératoire, qui est la symétrie. Et je pense qu'on commencera par limiter les dégâts de notre côté. Les combats ont duré 3 heures. Le Tchad affirme avoir détruit 4 véhicules bourrés d'explosifs et 142 motos. Les militaires ont récupéré des dizaines d'armes, des fusils, des kalachnikovs, mais aussi des ordinateurs. Le Tchad, contrairement au Cameroun, a obtenu un droit de poursuite dans le territoire nigérian. Le Nigeria espère que l'armée tchadienne pourra réduire au maximum la menace Boko Haram avant la présidentielle du 28 mars. Nouvel espoir dans le processus de paix au Mali avec la signature hier d'un accord à Alger entre le gouvernement malien et 6 groupes armés du nord du pays. Selon les termes de cet accord, signé sous l'égide de la diplomatie algérienne, les parties signataires doivent désormais s'abstenir de toute forme de violence et d'actes provocateurs. Les propos des représentants des différentes parties dans cet élément. Nous espérons que c'est quand même la dernière cessation d'hostilité que nous allons signer, qu'on ne va pas indéfiniment signer des cessations d'hostilité. Il faut que toutes les parties prenantes s'engagent à respecter leur signature. Je crois que c'est une chance pour aller à la paix, parce que ça diminue les tensions entre les deux mouvements et ça permettra à mieux se préoccuper seulement de l'accord qui est en réalité la finalité où chacun trouvera son compte. Situation tendue au Proche-Orient entre l'armée israélienne et la milice palestinienne du Hamas. Le face-à-face est désormais quotidien. Les soldats israéliens savent qu'une confrontation peut survenir à tout moment et autour de la bande de Gaza, ils se tiennent prêts à riposter à une éventuelle attaque.
Un avant-poste de Tsahal aux portes de la bande de Gaza. C'est dans cette salle d'opération qu'on scrute 24 heures sur 24 le moindre mouvement suspect le long de la frontière et au-delà. Ceux notamment des groupes armés palestiniens. Mais c'est aussi dans cette base que l'armée israélienne stationne une partie de ses troupes. Elle se tient prête à intervenir en cas d'attaque ou d'accrochage avec le Hamas. Car 6 mois après l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu, l'organisation islamiste n'a pas perdu de temps et se prépare déjà à la prochaine guerre. Cette présence de l'ennemi, elle est un peu maquillée du fait que le Hamas ne veut pas provoquer d'escalade. Mais d'un autre côté, il est sans arrêt en mouvement, il bouge. On voit tout le temps des hommes s'approcher, ils sont parfois armés. La période actuelle, elle est assez compliquée car c'est difficile de cerner ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Les récents rapports du renseignement militaire ne laissent pourtant aucune place au doute. Le Hamas s'emploie activement à reconstituer ses stocks de roquettes et d'obus de mortier. Il multiplie les tirs d'essai, près d'une centaine ces derniers mois. Ces hommes s'entraînent et ils ont même annoncé avoir repris la construction des tunnels d'infiltration. Avec d'autres officiers du commandement sud, le major Nir prépare l'armée à l'éventualité d'une nouvelle confrontation avec le Hamas. Son message, c'est que Tsahal ne se laissera pas surprendre. Si une guerre devait éclater demain matin, le Hamas sait qu'il aura face à lui une armée prête à combattre. Les plans opérationnels ont déjà été approuvés, on s'y entraîne et de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude. Mais nous ne les pousserons pas à la guerre. Et comme pour rappeler que la force de dissuasion israélienne a toujours de l'effet, le major Nir nous embarque avec sa Jeep aux abords de Sajaya, un fief du Hamas lourdement pilonné pendant l'opération Bordure Protectrice. À l'horizon, les ruines du quartier sont toujours visibles, les cicatrices d'une guerre qui peut ressurgir à tout instant. Mais ce jeune commandant sait aussi que l'équation concerne aussi les habitants des kibboutz frontaliers. Dans le sud d'Israël, le sentiment d'insécurité s'est peu à peu dissipé, même si personne ici ne se fait d'illusions. La plupart des habitants de la frontière se rendent à l'évidence. Ils comprennent qu'il va y avoir une nouvelle confrontation et que comme l'été dernier, elle ne sera pas facile. Les gens acceptent cette situation. Autour de Gaza, l'armée israélienne reste en alerte. Le calme actuel est temporaire et au moindre incident frontalier, la situation peut rapidement échapper à tout contrôle. Venons-en à l'actualité en Ukraine avec ce rapport de la Commission britannique publié hier sur la gestion de la crise par l'Union européenne. Selon les auteurs du rapport, Londres et ses partenaires européens sont entrés dans la crise comme des somnambules. Des remarques virulentes qui interviennent alors que le numéro 1 ukrainien Petro Poroshenko a demandé mercredi l'envoi d'une force d'interposition dans l'est du pays suite aux nombreux revers subis par son armée. Les Européens ne se pressent pas pour soutenir la demande du président Petro Poroshenko d'envoyer une mission policière de l'Union européenne sous mandat de l'ONU pour surveiller la frontière russo-ukrainienne et la ligne séparant l'Ukraine des territoires séparatistes. Une demande fraîchement accueillie par l'Union, mais pas par la Lituanie, qui a demandé hier au Conseil de sécurité de l'ONU de l'étudier. Kiev a subi un sérieux revers avec l'abandon par son armée de la ville de Debaltseve, tombée aux mains des rebelles, et ce en plein cessez-le-feu. Un cessez-le-feu violé plus de 250 fois depuis dimanche par les rebelles et la Russie, ont déploré les États-Unis. Le territoire contrôlé par les séparatistes est désormais relativement homogène, la jonction entre les territoires séparatistes de Louhansk et de Donetsk étant assurée par la prise de Debaltseve. Malgré les violations du cessez-le-feu, les dirigeants français et allemands ont appelé hier à poursuivre la mise en œuvre des accords de Minsk. Par ailleurs, dans un rapport accablant publié ce vendredi, une commission parlementaire britannique déplore que l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont fait des erreurs catastrophiques dans leur gestion de la crise ukrainienne. Prenons la direction du nord de l'Europe et c'est au Danemark que nous mettons le cap pour voir comment les Danois vivent l'après-attaque terroriste de samedi dernier commis par un certain Omar Hussein d'origine palestinienne. Quelques jours après ces violences qui ont fait 2 morts à Copenhague, le pays replonge dans le débat sur l'immigration. Reportage dans la capitale danoise. Omar El Hussein. Ce jeune Danois de 22 ans d'origine palestinienne est l'auteur présumé des attentats du week-end dernier à Copenhague contre un centre culturel et une synagogue. Des attaques qui ont profondément meurtri le Danemark, mais aussi ravivé les blessures d'une société divisée par le débat sur l'immigration.
30 000 Danois se sont rassemblés lors d'une veillée lundi soir pour rendre hommage aux victimes. Mais un autre hommage, plus surprenant, a agité la société danoise. Des fleurs déposées par dizaines à l'endroit où Omar El-Hussein est tombé. Je pense que ce qu'il s'est passé l'autre jour est tragique. Et il y a eu de nombreuses victimes. Et quelqu'un a perdu un être aimé ici aussi, qui a fait quelque chose de terrible. C'est une perte pour lui et une perte pour nous tous en tant que communauté. L'auteur présumé des coups de feu a vécu à quelques centaines de mètres de là, à Mjølnerparken. Un quartier modeste où près de 9 habitants sur 10 sont des immigrés et qui revient régulièrement dans les débats sur l'immigration qui agite la société danoise. Parmi les habitants, le nom d'Omar est sur toutes les lèvres. Oui, tout le monde parle de cela. J'ai entendu ses amis en parler et ils sont très surpris. Ils sont très choqués. Devenu le centre d'attention de tous les médias, amis et voisins d'Omar évitent les caméras. Tout juste évoque-t-il un mec génial qui aurait fait les mauvais choix. Et parmi la communauté musulmane, qui représente 4% de la population danoise, beaucoup se sentent de plus en plus pointés du doigt. Les gens deviennent un peu tendus et ont peur les uns des autres. Il y a des musulmans qui ont fait part de leur nervosité. Ils craignent que désormais, au Danemark, on ne leur sourit plus. Certaines personnes ont l'impression que leur groupe est toujours décrit comme un problème pour la société et jamais vraiment discuté ni pensé en tant que contribution. Je pense que cela, dans une certaine mesure, mène au désespoir et, dans une certaine mesure, à la colère. Avec les élections parlementaires prévues au mois de mai, le débat sur l'immigration risque fort de devenir l'enjeu décisif du scrutin, quitte à diviser encore un peu plus le pays. On estime actuellement à 2 millions le nombre de personnes atteintes de la grippe en France. Le pays fait face à une grave épidémie de grippe qui tend à prendre des proportions alarmantes depuis quelques mois. Et la ministre de la Santé, Marisol Touraine, vient de déclencher le plan Orsan de sorte à permettre aux hôpitaux publics de mieux gérer l'afflux de malades. Respirez fort. Ça fait plus de 2 mois que ça dure. Depuis Noël, l'épidémie n'a jamais vraiment ralenti. Rien que la semaine dernière, 600 000 personnes ont été touchées par le virus. Et il y en aurait encore pour 10 jours. Résultat, les hôpitaux sont saturés, les généralistes débordés. Une situation de crise qui a poussé le ministère de la Santé à déclencher des mesures exceptionnelles. Ce plan Orsan permet aux hôpitaux de mieux s'organiser, par exemple en déprogrammant des interventions qui sont prévues depuis un certain temps pour mieux accueillir les personnes qui arrivent à cause de la grippe et qui doivent être hospitalisées. En clair, ce plan va renforcer les soins de premier secours et libérer des lits d'hospitalisation. Il faut dire que les urgentistes de France avaient dénoncé une situation sanitaire critique dans les hôpitaux, comparable à celle de l'été 2003 où la canicule avait fait 15 000 morts. Les brancards s'entassent, les personnes ne peuvent plus rentrer dans les services, ne peuvent plus être examinées. Quand elles sont examinées dans de mauvaises conditions. C'est vraiment la porte ouverte à des erreurs médicales, à des mauvaises prises en charge. Pour les syndicats, la cause est double. 140 000 lits ont été fermés en France en 20 ans, puis la garde obligatoire des médecins a été supprimée. Résultat d'une politique qui privilégie le rééquilibre de la sécurité sociale plutôt que des soins de qualité, affirme-t-il d'une seule voix. Barack Obama a lancé un appel au sursaut ce jeudi lors du sommet international contre le radicalisme religieux à Washington aux États-Unis. Pour le chef de la Maison-Blanche, l'idée d'un conflit entre l'Occident et le monde musulman est un horrible mensonge. Les représentants de 70 États sont réunis depuis ce mercredi dans la capitale américaine afin d'envisager d'autres approches de lutte contre l'extrémisme religieux autres que la guerre. Ces terroristes cherchent désespérément à être pris au sérieux et nous avons tous la responsabilité de rejeter l'idée selon laquelle des groupes comme l'État islamique représentent d'une certaine façon l'islam, car c'est un mensonge qui sert l'intérêt des terroristes. Aucun d'entre nous ne devrait être à l'abri de critiques sur certaines politiques, mais l'idée selon laquelle l'Occident est en guerre avec l'islam est un horrible mensonge. Quelle que soit notre religion, nous avons tous la responsabilité de la rejeter.
Au Venezuela, le maire de Caracas, Antonio Ledesma, a été mis aux arrêts hier par les services de renseignement. L'arrestation de ce cadre de l'opposition s'est déroulée dans les locaux du conseil municipal et ce de façon musclée au dire des témoins. Au Venezuela, le maire de Caracas, Antonio Ledesma, a été arrêté hier par les services de renseignement. Il est soupçonné de tentative de coup d'État. Ses partisans dénoncent un acte autoritaire du gouvernement. L'arrestation a été menée dans les bureaux du maire de façon musclée, selon des témoins. Les agents du renseignement l'auraient frappé. C'est une agression non seulement contre Antonio, contre la démocratie, contre l'opposition, mais aussi contre les droits des Vénézuéliens de vivre en paix, souligne cet opposant. L'arrestation du maire survient un an après le début des grandes manifestations contre le président vénézuélien Nicolás Maduro, qui a réitéré hier ses accusations selon lesquelles l'opposition avait fomenté un coup d'État avec l'appui des États-Unis. Et on évoque ce drame survenu mercredi au Brésil. 9 personnes sont mortes, brûlées vives dans un accident à Rio de Janeiro lorsqu'un autocar a heurté un lampadaire. L'accident a également fait 9 blessés. Les images dans cette vidéo. Il n'en reste plus qu'une carcasse. Cet autocar a embouti un lampadaire avant de s'enflammer, causant la mort de 9 personnes, brûlées vives. L'accident s'est produit sur une route détrempée par la pluie dans le quartier de São Gonçalo à Rio de Janeiro. L'autocar a heurté un lampadaire provoquant la chute d'un transformateur d'alimentation. Le transformateur a ensuite explosé, ce qui a causé l'incendie qui a détruit le véhicule. 9 autres personnes ont été hospitalisées avec des blessures moins importantes. La police tente de déterminer si le chauffeur conduisait trop rapidement au moment de l'accident. Dans seulement 12 ans, cela fera 100 années que le MV Liemba aura été au service des populations de l'Est de l'Afrique. Ce bateau allemand construit en 1913 et qui a été au cœur de plusieurs batailles lors de la Première Guerre mondiale sert depuis 1927 aux moyens de transport aux populations installées sur les bords du lac Tanganyika. Mais l'idylle prendra-t-elle fin un de ces jours avec l'entretien onéreux du navire? Le reportage. Pendant la Première Guerre mondiale, cet ancien navire de guerre allemand semait la terreur sur le lac Tanganyika. Aujourd'hui, le MV Liemba est un pilier pour les communautés est-africaines côtières de ce lac, l'un des plus grands au monde, qui s'étend sur 600 km et 4 pays. Le bateau vieux de 100 ans a été reconverti en ferry de passagers en 1927. Indispensable au commerce local, il est aussi le moyen de transport privilégié pour des centaines de passagers. Liemba est le seul moyen de transport le long du lac ou sur la côte du lac Tanganyika. Historiquement, c'est très important pour la Tanzanie en tant que pays, mais c'est aussi très important pour les personnes le long de la côte du lac Tanganyika. Chaque arrêt est accueilli chaleureusement. C'est l'occasion pour les communautés locales, isolées, de se ravitailler en vivres. Une population très attachée à ce bateau historique. Je pense que c'est un moyen de transport sûr. J'ai peur des plus petits bateaux. Il y a beaucoup de remous avec eux et je pense être trop vieille maintenant pour cela. Donc quand le Liemba s'arrêtera, je resterai à la maison. Je serai pauvre car je ne pourrai plus travailler. Car le bateau est vieux, son entretien constant et coûteux. Construit en Allemagne en 1913, le vaisseau a servi à combattre les Belges et les Britanniques, avant d'être volontairement coulé par son équipage en 1916. Sauvé 3 fois, c'est Churchill en personne qui le remet en service en 1921. Quelques années plus tard, le MV Liemba est reconverti en ferry. Ce bateau a une valeur historique, car il a été mis à flot au début de la Première Guerre mondiale. Et c'était cette guerre qui a mis fin à la présence des Allemands à Tanganyika. Nous conservons d'autres monuments, les bâtiments érigés pendant la domination allemande, la voie ferrée construite par les Allemands. C'est pareil pour ce bateau. 100 ans après la guerre, le MV Liemba pourrait bien être rattrapé par le passé. La Tanzanie et l'Allemagne essayent de voir comment réparer et maintenir le ferry en service, mais certains ont suggéré qu'il serait moins coûteux de le remplacer.
Ce mot de religion avec cette déclaration du vice-président du Conseil des chrétiens de l'Inde qui a salué le discours du Premier ministre Narendra Modi sur la liberté religieuse. Dans son intervention datant du 17 février dernier, le chef du gouvernement indien a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à défendre le droit de chaque individu à adopter la religion de son choix. Pour Narendra Modi, l'Inde ne se départira pas de sa longue tradition de tolérance vis-à-vis de tous les ordres religieux. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition de l'information sur Lumière du Monde Télévision. Merci de votre attention. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et très bon week-end à vous.